Oui, depuis une trentaine d'années, j'ai travaillé dans des petites et des très grandes collectivités territoriales. J'étais un témoin privilégié de l'évolution des métiers des agents territoriaux. Si on remonte même un petit peu au-delà, il faut se souvenir du succès fou de la décentralisation, acte 1 et acte 2, par rapport à ce que c'était avant 1981. Les compétences exercées par les collectivités locales sont sans commune mesure. Et donc les besoins de compétences humaines le sont également, d'où cette évolution forte. On a vu évidemment l'arrivée, le développement continu de l'informatisation, l'arrivée de l'administration avec des conséquences très positives pour le citoyen, mais qui nous place dans une société de l'immédiateté où on a parfois du mal à faire un petit peu le lien et la différence entre les vraies urgences et les autres. Un élément défavorable pour ma part ont été les 35 heures, parce que comme on n'a pas su ou pu remplacer 10% des compétences sur chaque poste, eh bien aujourd'hui, il faut faire en 35 heures ce qu'on faisait en 39 heures préalablement, ce qui crée la tension sur les journées de travail. Et puis, on a assisté au retrait de l'État territorial, et la nature ayant horreur du vide, ce retrait s'est fait, on va dire, au bénéfice des collectivités locales. Si je ne devais prendre qu'un exemple de métier, je prendrais celui, bien sûr, des policiers municipaux. La succession des réformes permanentes et continues est un vrai souci pour une mise en place de stratégies à long terme. Ce sont des réformes où l'une chasse l'autre. Je prendrai 2 ou 3 exemples simplement. En termes indemnitaires, on nous a demandé il y a quelques années de mettre en place la PFR, prime de fonction et de résultat, et les collectivités avaient à peine eu le temps de délibérer qu'on nous a proposé le RIFSEP, qui est une réforme globalement intéressante, qui met fin à l'hétérogénéité des primes ministérielles qu'on doit appliquer dans une même mairie, mais on espère qu'on nous laissera un petit peu plus de temps pour la mise en œuvre et la digestion de cette réforme. En termes indiciaires, ce n'est pas mieux, on va de réforme en réforme à la petite semaine. On s'est aperçu il y a quelque temps qu'il fallait réformer la grille de catégorie C, qui était vraiment rattrapée par le SMIC. Ça a été fait très bien. Conséquence, on a écrasé la grille de catégorie B. Il y a une semaine, notre nouveau ministre nous a annoncé la réforme de la grille de catégorie B, formidable. Je vous laisse imaginer quelle sera la suite en termes de catégorie. De la même manière, en termes d'avancement d'échelon, on avait dans les collectivités locales la possibilité d'avancer nos agents à l'échelon à l'ancienneté minimale, ce qui était le cas dans beaucoup de collectivités locales. L'État a décidé d'instaurer un avancement à l'ancienneté moyenne, ce qui a ralenti le déroulement des carrières des agents territoriaux. Et dans la nouvelle réforme de la catégorie B, je m'aperçois qu'il y a une grille qui va passer de 30 ans à 26 ans pour atteindre le dernier échelon. Donc vous voyez, quand on fait des marches arrière et des marches avant, on n'est pas loin de sur place. Les politiques de GPEEC sont indispensables. On n'en fera jamais suffisamment, notamment chez les moyens et les grands employeurs. Ça donne une visibilité sur le moyen terme. Bien évidemment, elles ne peuvent être utiles que si elles s'accompagnent de plans d'action individuels. On a vu trop souvent ces dernières années des usines à gaz, de la science-fiction prévisionnelle qui restait globalisante, mais cette approche collective, elle doit se concrétiser dans l'action individuelle. On en reparlera, je pense, dans quelques instants. L'employabilité n'est pas du ressort que d'une seule partie. Il est évident que l'investissement demandé à l'agent par l'employeur doit s'équilibrer par un investissement de l'employeur. Parce que l'employabilité de l'agent n'est jamais ce qu'en a fait l'employeur. Donc cet employeur, il doit s'investir sur son état de santé, à travers des plans de prévention, à travers des conditions de travail, à travers les outils de travail qui sont proposés à l'agent. Il doit s'investir sur ses compétences, de par des plans de formation, des tutorats, des coachings collectifs ou individuels de plus en plus avec le renouvellement des générations qui s'avance et qui s'accélère. Et l'employeur doit surtout et d'abord travailler sur la motivation de l'agent, qui ne passe pas par les rémunérations, mais en termes d'attractivité, c'est devenu un sujet bien évidemment évident, mais surtout par l'accompagnement des parcours professionnels et par une qualité de vie au travail sur laquelle il doit vraiment travailler de plus en plus. Je m'aperçois que les collectivités ont de plus en plus conscience de la nécessité d'accompagner leurs agents devant l'usure physique, devant l'usure psychique qui existe au travail. C'est une très bonne nouvelle. Elles ne peuvent pas être seules dans cette politique, notamment les petites, les moyennes, mais également certaines grandes. Les centres de gestion doivent être à leur côté, avec l'expertise qui est la nôtre, à travers
par exemple l'assistance à la prévention avec la mise en place des documents uniques d'évaluation des risques professionnels et leur vie, à travers les contrats collectifs de protection soit de l'employeur avec les contrats d'assurance groupe, soit des agents avec la protection sociale complémentaire, que ce soit en prévoyance ou en santé. Nos psychologues du travail réalisent de plus en plus de bilans de compétences, de bilans mi-carrière, de bilans managériaux. Et si je pouvais prendre un exemple, le colloque santé du CDG 69 à l'automne mettra l'accent sur la santé mentale des agents. Alors, qui dit employabilité dit comparaison. On est obligé d'avoir des éléments de comparaison avec d'autres employeurs. Et en cela, l'application données sociales, base du RSU, développée par les centres de gestion, les observatoires régionaux de l'emploi, des centres de gestion, a un rôle essentiel. On imagine bien que 50 000 employeurs territoriaux répartis sur le territoire ont beaucoup de mal à dresser un état des lieux de par l'atomisation des organisations. Et pour la première fois, grâce à ces outils, ils peuvent réaliser des comparaisons par strate sur un territoire donné, sur les thématiques souhaitées pour fonder des politiques RH, travailler sur les sujets où on n'est pas en avance, où on est plutôt moins bien loti que le camarade qu'on a pu comparer, fonder des lignes directrices de gestion, outils collectifs qui vont participer à l'employabilité des agents de par les actions individuelles à déployer. Une stratégie d'employabilité sur le long terme doit surmonter quelques difficultés cumulatives. La première, c'est d'associer le mot employeur au mot maire. Le maire employeur, c'est pas forcément naturel, mais il faut bien évidemment, c'est pas encore le cas dans toutes les collectivités, que le maire soit conscient que ce qui représente plus de 50% de ses dépenses de fonctionnement nécessite qu'on s'y investisse d'urgence. Si c'est le cas, deuxième difficulté, bien sûr, il faut qu'il s'équipe de compétences, soit en interne, soit externalisées, mutualisées, qu'il se tourne par exemple vers le centre de gestion, qu'il y consacre un minimum de moyens financiers. On ne peut pas investir et fonder une politique sans un minimum de moyens, c'est une évidence. Et puis, comme je le disais précédemment, il faut espérer qu'on donnera à la fonction publique territoriale un minimum de, si ce n'est stabilité, de lisibilité dans les réformes à venir, si on veut vraiment avoir des stratégies d'employabilité à long terme qui sont importantes aujourd'hui, encore une fois, au niveau de la pyramide des âges et des nouvelles générations qui arrivent chez nous pour une quarantaine d'années, voire plus. Pour moi, employabilité, attractivité, même combat. Pour qu'il y ait employabilité, il faut déjà qu'il y ait des agents. J'espère que le gouvernement va continuer à participer à la fin du fonctionnaire bashing. Ça va mieux depuis les années Covid d'ailleurs, très heureusement. Mais au-delà, qu'il va développer des actions de communication ambitieuses sur la réalité des métiers de la fonction publique territoriale qui sont dramatiquement méconnus aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en concurrence totale et frontale entre les trois fonctions publiques et avec le secteur privé. Donc, en termes d'employabilité et d'attractivité, il faut que les candidats, les jeunes candidats, souvent aujourd'hui, trouvent chez nous de l'agilité, de la réactivité dans les recrutements, le souci de la marque employeur, un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, on pense au télétravail bien évidemment, un management de plus en plus agile, parfois de moins en moins hiérarchique, pas simple forcément chez nous, un accompagnement des parcours professionnels, des actions de qualité de vie au travail. Tout cela n'est pas forcément dans les gènes de la fonction publique au départ, mais je pense qu'on a de moins en moins à rougir vis-à-vis du secteur privé parce que avec ce drame qu'est le manque d'attractivité de la fonction publique, on voit une conséquence positive qui est vraiment une prise de conscience et des actions qui se développent de plus en plus pour développer notre attractivité qui sont les éléments de l'employabilité de demain. Si je devais définir une priorité d'action, je souhaiterais que l'employeur marche sur ses deux jambes. La première, la politique de l'employeur, la politique RH, qui favorise une organisation rationnelle, une politique de rémunération et de fidélisation, une politique de prévention, une politique de qualité de vie au travail. Ça, c'est le rôle de l'employeur collectivement. Et la deuxième jambe, c'est que les managers de terrain, de proximité, sachent décliner, appliquer quotidiennement cette politique RH et s'occupent du parcours professionnel de leurs agents dans une société qui connaît des évolutions à un rythme, je pense, inédit.